Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. On sait que les enfants adultes de narcissiques ne sont pas automatiquement condamnés à devenir eux-mêmes des narcissiques. Nous avons tous un choix dans la manière dont nous agissons. En d'autres termes, nous sommes responsables de nos actes, de nos choix. Nous ne pouvons pas nous cacher derrière le fait que, par exemple, le 10 avril 1982, mon père m'a fait ci ou ma mère m'a fait ça. C'est vrai que des événements traumatiques peuvent avoir une certaine influence dans notre comportement. Toutefois, si on veut être vraiment honnête, tout le monde a une histoire triste à raconter. Et certaines de ces histoires sont beaucoup plus perturbantes que d'autres. C'est là qu'entre l'analogie du verre qui est à moitié plein et du verre qui est à moitié rempli. Donc, qu'est-ce que c'est dans votre vie? Qu'est-ce que vous vivez par rapport à vos traumatismes? Est-ce que le traumatisme de votre vie fait que votre vie est un verre qui est à moitié plein ou alors est-ce que c'est un verre qui est à moitié vide? Un verre qui est à moitié plein, c'est-à-dire que vous partez, malgré ça, vous partez vers la bonne direction. Un verre qui est à moitié vide, ça signifie que parce que vous utilisez ça comme excuse, vous n'avancez pas. Vous continuez de vous enfoncer dans la dépression, la tristesse, l'agonie et des choses comme ça, juste le négatif. Donc, pour illustrer ça, on va prendre l'histoire vraie d'une jeune dame qui s'appelle Yeonmi Park. Yeonmi, ça s'écrit Y-E-O-N-M-I et Park, P-A-R-K. Yeonmi Park est une femme qui a échappé, qui s'est échappée avec sa mère de la Corée du Nord. Donc, vous pouvez écouter son interview avec Jordan Peterson. Et dans cette interview, elle explique que la vie en Corée du Nord, c'était l'enfer. Donc, comme on le sait tous, c'est un pays où vous ne pouvez pas être heureux. Vous ne pouvez pas parce que le moindre aspect de votre vie est contrôlé par le gouvernement, même jusqu'à la coiffure que vous êtes autorisé à avoir. Vous ne pouvez pas faire des études. Si votre rêve, c'est de devenir avocat, eh bien, vous pouvez envoyer ça aux toilettes, à moins que vous faites partie de la classe élite. Et même si vous faites partie de la classe élite, votre vie est en danger 24 heures sur 24. Parce que les gens qui sont au-dessus de vous, au niveau autorité, peuvent vous accuser de trahison à n'importe quel moment et votre tête, ça part en cacahuète. Voilà. Donc, la Corée du Nord, c'est pas un parti où, c'est pas un pays où vous voulez aller habiter, hein. N'importe qui veut aller vivre. Et c'était horrible. C'est un peu comme si vous vivez dans un camp de concentration, mais au niveau national. Éventuellement, Yeonmi et sa mère ont réussi à s'échapper et elles ont trouvé de l'aide pour s'échapper, pour franchir la frontière entre la Corée du Nord et la Chine. Et quand elles ont franchi cette frontière, les gens qui les ont aidés à s'échapper se sont retournés contre eux. Là, les gens là-bas, enfin certaines de ces personnes ont voulu agresser, on va dire, Yeonmi sexuellement. Yeonmi n'avait que 13 ans. C'était une petite fille de 13 ans. Il voulait l'agresser sexuellement. La mère a dit: «Non, non, non, s'il vous plaît, ne faites pas ça à ma fille». Et les gens, ils ont insisté. Alors la mère a dit: «Au lieu d'attaquer ma fille, s'il vous plaît, prenez-moi». Donc Yeonmi avait 13 ans. Elle vient déjà de l'enfer. La Corée du Nord, c'est pas un pays où vous voulez aller. Elle raconte qu'il s'est passé des tas de choses qui étaient absolument traumatiques pour une fille de 13 ans ou une petite fille de voir. Et en plus de ça, quand elle arrive à s'échapper, enfin, ouf, non, l'horreur continue. Elle voit avec ses propres yeux ces gens en train de saccager sa mère. Est-ce que vous imaginez le trauma que ça fait dans une fille de 13 ans, dans la tête d'une petite fille de 13 ans? Et après, il s'est passé d'autres choses. Elle raconte des horreurs qui... Enfin, il faut regarder l'interview pour... je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous pensez que votre vie est triste, comparez-la à celle que Yoenmi et n'importe qui en Corée du Nord est en train de vivre. Vous direz que votre vie, eh ben, c'est relativement pas si triste que ça. Maintenant, comment est-ce que cela peut se rapporter à nous si nous sommes des enfants adultes de parents narcissiques?
Ceux d'entre nous qui connaissent intimement la personnalité narcissique, eh bien, on fait partie d'un club ambivalent. Nous n'aurions probablement pas choisi notre adhésion, mais eh bien, cette adhésion nous définit et nous informe néanmoins de manière essentielle, à la fois douloureuse et libératrice, de ce qu'est le narcissisme. Les voix douloureuses couvrent toute la gamme, mais elles incluent presque toujours le fait d'être abusé psychologiquement et parfois même physiquement. On est aussi souvent victime de rage, de mensonges, de projections, manipulation, blâme. On est le bouc émissaire, il y a le gaslighting et encore plus. Les traumas qui viennent de là peuvent être complexes et sont souvent dévastateurs. Ils peuvent souvent durer toute une vie et nous affecter vraiment au niveau corporel et au niveau spirituel. Normalement, avec l'expérience que nous avons, eh bien, devrions être un peu plus empathiques envers les autres. Et cela nous pousse aussi à avoir une débrouillardise accrue, à savoir nous débrouiller dans la vie pour survivre. Vous avez le cas de Yomi, elle est très empathique avec les autres et elle arrive aussi à se débrouiller dans la vie pour survivre. Donc elle s'est échappée de la Corée du Nord et une chute, un trauma en emmenant une autre. Maintenant, elle habite, je crois qu'elle habite soit au Canada, soit aux États-Unis, je suis plus trop sûre. Donc comment est-ce qu'elle est à la fois débrouillardise et empathique? Eh bien, il faut qu'elle trouve un travail, elle ne peut pas juste rester comme ça, se croiser les mains. Donc, elle a écrit des livres sur son expérience et elle a aussi une chaîne YouTube qui est qui a un grand succès, où elle explique la vie en Corée du Nord et elle aide aussi les gens qui ont survécu. Elle a créé une communauté pour aider les survivants de la Corée du Nord. Et donc, ça montre son empathie et sa débrouillardise. Donc, quand on est comme ça, souvent, on développe ces traits pour survivre aux exigences pathologiquement égoïstes et à la négligence de nos parents. Dans le cas de Yomi, c'était pas ses parents qui étaient méchants, c'était le gouvernement. Mais j'utilise son cas pour montrer que on peut venir d'un milieu qui est extrêmement négatif et même si ça nous rend triste d'une manière ou d'une autre, ça ralentit un peu notre joie de vivre d'une manière ou d'une autre, mais on peut toujours trouver la force de survivre. Comme cette jeune femme, elle était toute seule parce que maintenant elle est plus avec sa mère. Je pense sa mère, elle vit dans un autre pays, il me semble. Mais elle est toute seule dans le monde, mais elle trouve quand même la force de survivre et d'encourager les autres, d'aider les autres. Elle transforme le négatif qui a eu lieu dans sa vie en positif. Donc même nous, si on est des enfants, des survivants de familles narcissiques, des enfants adultes survivants de familles narcissiques, on peut transformer le négatif qui a eu lieu dans notre vie, dans notre passé, on peut le transformer en positif. Certaines personnes disent que les narcissiques commencent leur vie avec une nature inhabituellement sensible et que le traumatisme précoce se développe en narcissisme. Donc ce sont des gens qui sont... Cette théorie dit que ce sont des enfants qui étaient très sensibles et ils ont vécu une forme de trauma qui les a tournés en narcissisme. Ça, j'en parle beaucoup dans mes vidéos, hein, avec les extrêmes de la parentalité. Si vous voulez le savoir, regardez en particulier ma vidéo sur qu'est-ce que la grandiosité. Donc, en d'autres termes, l'enfant très sensible qui subit des dommages émotionnels fondamentaux transforme l'empathie compatissante en empathie abusive. Il en vient à utiliser sa puissante capacité à voir et à comprendre les sentiments des autres au service du mal plutôt que de la gentillesse. Donc, comment est-ce qu'on peut illustrer ça? Je parle souvent de l'exemple de Sheila et de sa mère. Sheila voit que sa fille n'a que, je sais pas moi, elle a 9 ans et elle a gagné le concours de maths de l'école. Une mère normale serait super contente pour sa fille. Elle va dire, oh, ma fille est magnifique, super, bon, je suis si fière de toi, machin. Non, Sheila est narcissique. Donc, comment est-ce qu'elle peut transformer sa capacité à être gentille au service du mal? Une mère normale, dans ce genre de cas, la fille a gagné le concours de maths, elle va développer sa capacité à être gentille. Elle va dire: «Oh, congratulations, non, félicitations ma fille, c'est très bien, je suis si fière de toi». Non, une narcissique va utiliser cet événement pour développer sa capacité à faire le mal. La mère de Marjorie,
Plutôt que de dire: «Oh Marjorie, je suis si fière de toi, tu as gagné le concours de maths, je sais que les maths, c'est pas facile et toi tu as gagné, tu es arrivée numéro un, tu as gagné le trophée». Non, la mère de Marjorie, elle, ce qu'elle va faire, c'est elle va dire à tout le monde: «Si ma fille a gagné, c'est grâce à moi. C'est parce que quand elle avait 3 ans, je lui ai appris à compter jusqu'à 10». Donc elle va minimiser les efforts de sa fille, voire même les réduire à zéro. Et au lieu de ça, elle va se mettre elle-même sur le piédestal. Ça, c'est de la méchanceté, hein. C'est une attaque psychologique sur l'enfant. Parce que quand l'enfant fait quelque chose de grand, il regarde vers sa mère et espère que sa mère va accepter, va valider ça. Mais si la mère ne valide pas ce que l'enfant a fait, les petits, enfin, quand je dis quelque chose de grand, ça peut être un petit truc, hein. Par exemple, l'enfant a mis ses chaussures, a rangé ses chaussures là où on range les chaussures. Imaginez un petit enfant de 4 ans qui range ses chaussures pour la première fois là où on range ses chaussures, elle regarde sa mère et la mère dit: «Oh, il est temps de manger». Quelque part dans le cœur de l'enfant, l'enfant va être déçu. Parce qu'il regarde sa mère et ce qu'il espère, c'est sa mère va dire: «Oh bravo Théo, t'as mis l'enfant là, tu mis les chaussures là, oh c'est magnifique, je suis si fière de toi, c'est la première fois que tu le fais. Allez viens, je vais t'offrir, je sais pas moi, ta glace préférée, ou un truc comme ça». L'enfant va chercher la validation. Mais les parents qui ne valident pas les enfants, qui ne les félicitent pas, ce sont des parents qui sont en anglais, on appelle ça des bullies, c'est-à-dire des intimidateurs, des attaquants, je sais pas le terme exact. Enfin, ce sont des méchants en fait, hein. Donc, c'est comme ça qu'un narcissique, au lieu de te faire de la gentillesse, il va utiliser cette force vers le mal. Quoi que vous pensiez de la formation du trouble de la personnalité narcissique, que ce soit à cause d'un traumatisme précoce ou d'une prédisposition génétique, cela a toujours un impact négatif sur l'enfant du narcissique. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment est-ce que l'on peut briser ce cycle familial horrible. Eh bien, il va falloir que vous réajustez vos croyances sur vous-même. Et aussi, si vous êtes le bouc émissaire de la famille, vous devez devenir le héros de votre propre existence. Prenons le cas, ça c'est une histoire vraie. Bon, je vais appeler ce gars Théo. Il vient d'une famille chaotique, où il était vraiment pas heureux. C'est les parents, les enfants, tout. C'était le désordre le plus complet et les parents n'étaient même pas gentils. Donc, on va l'appeler Théo. Qu'est-ce que Théo a fait? En plus, il vient, on va dire, de ce qu'on appelle, entre guillemets, les cités, les banlieues, les endroits qui sont pauvres, ravagés par la criminalité, la pauvreté, etc., etc. Théo, lui, il a décidé, il ne peut pas vivre là. Il était très jeune, hein, il était adolescent, 13 ans, 12 ans. Il voyait le chaos autour de sa vie. Il s'est dit, non, 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 je veux pas, je mérite pas ça. Moi, j'ai rien fait pour grandir dans ce genre d'environnement. Je ne veux pas vivre dans ce... Quand je serai adulte, là, je suis enfant, je supporte. Mais quand je serai adulte, je me barre. Mais il y a une chose que je veux pas en tant qu'adulte, c'est la pauvreté. Alors Théo s'est accroché à l'école parce qu'il a vu que c'était la seule façon dont il pouvait se sortir de la pauvreté. Malgré les moqueries de sa famille, de ses camarades et ça, parce qu'on le traitait d'intello, de nerd et tout ça, euh, il s'est accroché à l'école. Il a continué à collectionner les bonnes notes. Et aussi, il a continué à éviter les mauvais amis, les mauvaises fréquentations, les gens qui vont le pousser vers la drogue et vers, comment on appelle ça? Hem, j'ai oublié le mot en français. Des trucs qui sont illégaux. En fait, il a évité la racaille. Déjà, il a évité la racaille et les trucs, qui vont le il s'est fixé un but dans sa vie, c'est: «Je vais me sortir de la pauvreté, je vais fuir de ma famille» et ça, c'est une histoire vraie. Donc il a passé son bac et après son bac, il est parti à l'université. Il a vu que lui, il aime bien les trucs médicaux, mais il veut pas être un docteur, travailler dans les hôpitaux, tout ça, ça prend trop de temps et il a décidé, il va devenir dentiste. Dentiste, c'est bien parce que vous faites la médecine. Si vous aimez la médecine, les trucs scientifiques, c'est bien. Et vous travaillez avec des horaires de bureau pratiquement. De 9 heures, peut-être pas de 9 heures à 5 heures, mais c'est relativement des horaires de bureau. Et je pense pas que les dentistes travaillent le week-end. Donc, vous êtes docteur, mais vous avez une vie. Vous n'êtes pas complètement, votre vie n'est pas complètement submergée par votre boulot. Il est devenu dentiste. Et sa famille, vous savez ce que ça se passe avec ce genre de famille de ratés et tout. À chaque fois, tous les mois, on vient lui demander de l'argent. «Oh, prête-moi 300, je sais pas moi, 300 €, 300 livres, 300 ci, prête-moi», mais ils vont jamais rembourser. Et Théo voyait ça venir parce qu'à l'époque, il était dentiste, mais il était, comment on appelle ça? Junior? J'ai oublié le mot exact.
Donc c'était pas un dentiste 100%, il travaillait, il était genre associé au top dentiste. Alors il a décidé, il était aussi bon en langue, donc il a décidé, il va renforcer sa connaissance en dentiste, parce qu'il y avait des nouvelles techniques aux États-Unis, etc. Donc il s'est inscrit dans une université, il a gagné une bourse, il s'est inscrit dans une université aux États-Unis pour renforcer ses connaissances dans ce truc particulier des trucs de dentiste. Il est parti en Floride. Une fois qu'il est arrivé en Floride, il s'est débrouillé pour rester là. Il a laissé sa famille en Europe. Il s'est débrouillé pour rester en Floride. Et il est devenu dentiste dans un quartier huppé, dans je sais plus quoi, en Floride. Et il a sa propre office de dentiste. Je sais pas comment on appelle ça. C'est pas une compagnie puisque c'est un dentiste. On va dire son propre office, son cabinet, ouais, c'est ça, son propre cabinet de dentiste. Et il a une très très bonne vie. Il s'est marié, il a des enfants, il a acheté une très belle maison. Vous savez comment les gens aisés en Floride habitent. Donc, vous voyez la différence maintenant entre sa vie dans les ghettos en Europe et maintenant sa vie. Et maintenant, parce qu'il habite, il a mis une distance entre lui et sa famille, tous les trucs de racailles qui se passent dans sa famille, tous euh, des trucs de fou. Oh, son grand frère est en prison, sa sœur est enceinte de son quatrième enfant par un troisième père différent, des trucs de fou qui se passent dans sa famille. Lui, il en a rien à secouer. Lui, il a une vie qu'il voulait. Donc l'histoire de Théo, et c'est une histoire vraie, ça montre, c'est pas parce que vous venez d'un milieu traumatique que vous devez nécessairement continuer ce mode de vie traumatique. Vous êtes responsable de votre propre vie. Vous ne devez pas laisser ces choses horribles vous affecter au point qu'ils freinent votre développement. C'est le cas de la jeune dame, Yoni Park. Elle a vécu l'horreur, mais vraiment l'horreur. Il n'y a que très peu de gens euh, dans le monde occidental qui peuvent prétendre avoir vécu quelque chose d'aussi mal que les gens vivent en Corée du Nord quotidiennement. Mais cette jeune femme, elle a échappé, elle a pris conscience qu'elle a échappé, elle a transformé en négatif en un positif. Parce que, comme je le dis souvent dans mes vidéos, bah, pour beaucoup de gens qui grandissent dans des foyers narcissiques, ils grandissent déjà avec moins 2, déjà un double négatif. Le double négatif, c'est le père est narcissique et deux, la mère est narcissique. Ou le père n'est pas là, mais vous êtes avec la mère narcissique. Il y a toujours un truc qui ne va pas, où la mère est narcissique et le père, ben, c'est un bon à rien qui fait rien pour vous défendre. Et ça peut être le contraire aussi. Ça peut être la mère qui, est, qui ne vous défend pas et le père qui est le narcissique. Enfin, ça dépend. Donc, ils ont déjà un double négatif. Ce que vous pouvez faire, ce que vous devez faire pour vous en sortir, comme Théo a fait, il avait le double négatif. Peut-être même, il était à -4 parce qu'en plus de ça, il habitait dans les cités, enfin, les banlieues où c'était super dangereux. Et les gens se moquaient de lui parce que ben, lui, c'était plutôt un intello plutôt que la racaille. Enfin, ce que vous devez faire, c'est doubler d'efforts pour vous sortir de là. Théo, il a doublé d'efforts. Il était très intelligent pour un enfant. Il y a des gosses comme ça qui sont capables d'analyser leur situation et voir, ça, c'est pas bien. Donc, je dois éviter cette situation, je dois éviter cette personne. Si je veux pas devenir comme cette personne, je dois l'éviter. Donc, il a évité la racaille. Il passait plus son temps à la bibliothèque que, je sais pas moi, à traîner dans les rues. Enfin, il traînait pas dans les rues. Donc, et la fin, le résultat vous dit, la fin, lui, maintenant, il est dans sa maison, dans sa grande maison en Floride avec ses enfants, sa femme. Et la racaille, ben, ils sont en prison ou ils sont morts. Ou ils ont des tas de baby mamas, des tas de gosses qui naissent à droite, à gauche, de je ne sais trop qui. C'est un désordre. Donc, si vous êtes né avec un double négatif, vous devez travailler dur pour avoir un positif. Donc, regardez en mathématiques. -2 plus -2, ça va vous faire -4. Donc, si vous êtes déjà dans un double négatif et vous rajoutez encore du négatif, ce que vous allez avoir, c'est encore plus de négatif. Ce que vous devez faire, vous êtes dans un double négatif, vous devez travailler 2 fois plus pour ajouter du positif. Donc, -2 plus, plus 4, ça va vous faire 2. Vous êtes déjà dans le positif. Donc, il faut garder un état d'esprit positif. Plutôt que de dire que votre verre est à moitié vide, vous devez vous dire que votre verre est à moitié plein. Pourquoi? Parce que vous avez encore la capacité.
on va dire la personne moyenne, à moins que vous avez des sérieux problèmes de santé, ça c'est toute une autre histoire, mais la personne moyenne euh, va à l'école de 6 à 16 ans, c'est gratuit, vous apprenez à lire, à écrire. Avec ça, ben, vous pouvez surtout regarder les opportunités qu'Internet vous offre au niveau monétaire pour vous enrichir. Par exemple, si vous aimez jouer aux jeux vidéo, avec Twitch, vous pouvez vous faire de l'argent. Avec Amazon, vous pouvez écrire des livres. Et enfin, il y a plein de trucs, hein. Etsy, vous pouvez vendre des tas de choses. Vous pouvez vendre des fleurs en papier et devenir super riche. Il y a des gens qui aiment ça. Donc, vous devez transformer le négatif en positif en y ajoutant du positif, en évitant les mauvaises compagnies et les mauvaises influences dans votre vie. Vous devez avoir un goal dans votre vie. Écrivez-le sur du papier. Écrivez comment chaque mois, chaque semaine, vous allez progresser, quelles étapes vous allez faire pour progresser vers votre goal. C'est ce que Théo il a fait. Maintenant, il est, comment on appelle ça, en, dentiste en Floride. Voilà. Donc, pour conclure, je dirais que être élevé par des parents narcissiques peut engendrer les mêmes traits, en particulier chez les enfants qu'on appelle les enfants en or ou les favoris. Mais cela ne vous empêche pas de travailler sur vous-même pour devenir quelqu'un qui sera empathique et aussi un bon parent, non un tyran. Ainsi, vos enfants vous aimeront et vous admireront. Et en plus, vous aurez une vie beaucoup plus meilleure que ce que vous auriez dû avoir si vous étiez resté dans cette atmosphère de narcissique mentalement. Pour ceux d'entre vous qui luttent contre l'emprise de parents ou de partenaires narcissiques, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas destiné à les devenir. Vous êtes capable non seulement de guérison, mais en plus d'ajouter du positif au négatif. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques et des problèmes de santé mentale. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.